Lâcher prise pour trouver sa voie. Moutassem Amour avec vous, bienvenue à ce nouvel épisode du podcast. Aujourd'hui, c'est le sujet qu'on va explorer avec Tigran. Tigran, merci de participer à ce podcast. Merci à toi, bonjour à tous. Alors, je vais te présenter en quelques mots brièvement. Donc, tu es éditeur, tu as cofondé Mama Édition, qui propose des ouvrages pour, je cite, ouvrir les consciences. Tu es aussi un auteur. Ton dernier ouvrage, c'est Chaman, qui est un roman initiatique qui relate le parcours d'un jeune Français qui est parti s'initier au chamanisme en Mongolie. Alors j'ai lu le premier tome et on va explorer ensemble cette notion de lâcher prise dans le chamanisme. Et donc là on fait tout juste connaissance, même si j'ai eu le plaisir de lire de nombreux ouvrages de ta maison d'édition. En lisant un peu sur ton parcours, j'ai vu que tu as étudié de près des musiques sacrées, les musiques traditionnelles. Moi, c'est un sujet qui, c'est aussi, je suis très sensible aussi à ces musiques. J'ai eu la chance de participer au festival de musique sacrée à Fès, je crois que c'était en 2005. Et j'ai toujours été surpris à quel point des musiques avec des sonorités différentes, avec des instruments qu'on n'a pas l'habitude d'écouter, avec un langage qu'on ne comprend pas, comment ces musiques peuvent nous toucher aussi profondément. Donc, qu'est-ce que toi t'attire dans ces musiques? Comment ça a été, comment tu as découvert les musiques sacrées, les musiques traditionnelles? Alors, les musiques sacrées, comme les musiques traditionnelles, peuvent, au-delà de la culture dont on vient, bien sûr, toucher un fond commun ou faire résonner un certain chant, euh, C-H-A-M-P, parfois par le chant C-H-A-N-T. Et donc, bien au-delà des cultures, des époques et des styles, on voit bien que dans certaines musiques sacrées qui, par exemple, euh, font entendre plus avant certains registres que j'allais dire, par exemple, angéliques, dont il peut émaner une sorte de grâce, d'expression, de béatitude, de musique des sphères et autres. On voit bien que quand on touche à ce type de registre, on s'affranchit complètement des particularités stylistiques de telle ou telle époque, de tel ou tel pays, voire de telle et telle culture, pour transcender en quelque sorte la forme et la manière de tel ou tel style musical typé, et pour accéder donc à quelque chose qui nous touche et nous émeut, comme un registre peut-être plus élevé ou un registre particulièrement inspirant, émouvant, dans ce qu'il a d'aérien, dans ce qu'il a d'angélique, comme on disait. C'est vrai également dans les musiques traditionnelles, les musiques ethniques, avec d'autres registres, par exemple le rythme, les musiques de trance. C'est quelque chose que j'ai enregistré quand j'étais en musicologie à la Sorbonne et en ethnomusicologie et que je faisais des voyages sur différents continents pour cela. La musique de trance et les rythmes percussifs, etc., peuvent générer rapidement un état que j'allais dire modifié ou amplifié de conscience, au-delà de la culture, et que l'on rencontre ces musiques de trance au Sri Lanka ou en Thaïlande, en Afrique du Nord ou en Afrique de l'Ouest, en Amérique du Nord ou en Amérique du Sud, on peut toucher là aussi à une sorte de dénominateur commun qui va activer quelque chose en nous, qui va nous porter vers un état de conscience particulier, qui va évidemment passer par le corps, et on sait à quel point le rythme peut être dynamisant sur le corps. Et ce sont là des ressorts de dynamisation qui s'affranchissent complètement de la culture, du style et de l'époque. Et dans ce festival de Fès, il y avait aussi beaucoup de confréries soufis, et où là on voit qu'il y a vraiment un lien direct entre leur état, leur état dans l'instant et ce qu'ils communiquent à travers les chants, la danse, la rythmique. Et c'est comme s'il il y avait très peu de filtres. C'est ce qui transparaît, c'est ce qu'ils vivent dans l'instant. Et c'est peut-être pour cela aussi que c'est aussi impactant et ça nous touche autant. On va parler de ton livre Chaman, qui est un roman
initiatique. Déjà, qu'est-ce qui t'a donné envie de partager ce roman? Pourquoi tu as eu envie d'écrire ce livre? Alors, ce conte initiatique, c'est donc une trilogie, hein, puisque tu parlais du tome 1, et en fait, il y a 3 volumes. Donc, une trilogie de contes initiatiques. Euh, pour être très franc, je n'ai pas vraiment planifié quoi que ce soit. J'y suis pas pour grand-chose. J'aurais plutôt l'humilité et la transparence de dire que je n'ai pas commencé par avoir envie de partager une expérience personnelle, certes en partie autobiographique et en partie transposée dans ces 3 contes initiatiques de la trilogie. Donc, c'est quelque chose qui m'est tombé dessus. Donc, tomber dessus, ça veut dire que, bien sûr, on a le libre arbitre et la possibilité de dire non. Mais d'abord, c'est tellement bon qu'on n'a qu'une envie, c'est de dire oui. Et puis ensuite, l'envie de partager vient très naturellement, puisque si c'est bon pour soi, on peut parfois avoir l'impression d'être porté une fois qu'un recul se met en place, une fois que l'expérience d'écriture se répète, que l'inspiration se déploie, que les personnages prennent corps, que la trame narrative, les récits de rites de passage, d'initiation chamanique, de transmission, entrelacés également ici d'une histoire d'amour, donc une quête spirituelle, mais également une quête amoureuse, vous font tellement de bien qu'on finit par imaginer avec délice que ça pourrait faire beaucoup de bien à d'autres. Donc, c'est pas vraiment une décision consciente de ma part, mais plutôt la réception d'une écriture, d'une inspiration, dont je ne savais même pas en écrivant le premier tome qu'il allait en avoir un deuxième et un troisième. Et donc tu disais qu'il y avait de l'autobiographie et de la fiction. Qu'est-ce que tu as amené de toi dans... C'était l'expérience de toute une vie ou ce sont des expériences passées, récentes que tu as voulu mettre sur le papier ou c'est vraiment une accumulation de toute une vie Alors, tel qu'on le lit, c'est l'accumulation de toute une vie, comme tu dis, en tout cas d'une cinquantaine d'années quasiment. Tel que tu le décris, oui, on pourrait dire qu'il y a 2 trames principales. La première trame, au présent, qui se passe en Mongolie aujourd'hui, c'est le condensé de diverses expériences dans différentes cultures, avec différents maîtres, différents chamans, différentes traditions, différentes cérémonies, des rituels, etc. Que j'ai connu entre en gros 20 et 26, puis entre 26 et 38, puis entre 38 et 50, en gros, pour faire simple en termes de cycle, et qui m'a amené aussi bien en Thaïlande, au Sri Lanka, en Indonésie, à Bali, en Russie, en Europe de l'Est, en Europe du Nord, en Afrique de l'Ouest, en Afrique du Nord, en Amérique du Nord, sur les îles, en Amérique du Sud. Voilà, donc des chamans colombiens, péruviens, des chamans Tuva, sibériens, etc. etc. Donc là, il y a effectivement en Mongolie, d'où la forme du conte, le rassemblement de cette trentaine d'années d'expérience, d'apprentissage. Et bien que cela reflète des rites, des cérémonies, des moments, des épreuves, des transmissions, des découvertes, bien que cela reflète tout ça et que ces expériences me soient arrivées, elles sont transposées, c'est-à-dire que on a là, plutôt qu'un journal de bord qui s'étale sur 30 ans et plusieurs continents, une action romanesque, entre guillemets, qui est rassemblée dans la Mongolie aujourd'hui, et c'est le corps principal du livre. Mais il y a une deuxième trame qui sont les flashbacks, les souvenirs d'enfance, les réminiscences de mémoire, les retours en arrière sur certaines expériences clés, notamment des expériences spontanées qui ont commencé pour moi aussi loin que je m'en souvienne,
vers 6 ans. Maintenant, ça a peut-être commencé avant et peut-être, je n'ai pas complètement le souvenir, pour des expériences plus discrètes ou plus subtiles. En tout cas, des expériences très fortes dans les expériences extatiques ou les expériences spontanées ou des phénomènes de clairaudience ou autres qui ont commencé vers l'âge de 6 ans et pour lesquels il y a un avant et un après. Donc là, c'est très net et on s'en rappelle comme d'une pierre de taille, comme d'un élément très fondateur. Tous ces souvenirs d'enfance et autres, là, je les ai écrits verbatim. Je n'ai rien changé, rien transposé. C'est tel que ça m'est arrivé exactement, dans les lieux décrits, avec les personnes décrites, en laissant les noms, les prénoms, tels que je l'ai vécu. Voilà. Donc, ces deux trames de souvenirs de l'enfance, verbatim, autobiographique, qui respectent complètement la réalité spatio-temporelle, et qui vient essaimer dans un texte principal, qui est donc dans les steppes principalement de Mongolie. D'accord. Je pense que oui, c'est bien de pouvoir allier ce vécu personnel dans une trame de fiction, de conte, qui fait que c'est engageant, qu'on prend du plaisir à lire. Et pour rebondir sur ce que tu disais, euh, quelle a été ton intention, même peut-être ça n'a été pas conscientisé au départ, dans le fait de voyager autant, d'aller découvrir autant de traditions, parce que souvent lorsqu'on suit une voie, on reste dans une lignée. Donc par rapport à, que ce soit au bouddhisme ou au chamanisme, très souvent les personnes s'investissent totalement dans une lignée. Et toi alors, toi tu as tendance à explorer différentes traditions, différentes approches. Est-ce que c'était une approche intellectuelle, vouloir comprendre, comme un chercheur, un écrivain qui a voulu étudier différents angles de vue, ou bien est-ce qu'il y avait une recherche personnelle, une intention, et tu as eu besoin d'utiliser ces différentes cultures, traditions pour pouvoir obtenir ce que tu recherchais? Alors, c'est avant tout les cadeaux de la vie aussi, la magie des rencontres, le destin, certaines synchronicités, des hasards, entre guillemets, et qui sont en fait tous des rendez-vous cachés, bien sûr, comme disait le poète. Mais dans la pratique, non, il n'y a pas eu de volonté particulièrement intellectuelle. C'est quelque chose qui est venu très naturellement, dans le sens où quand vous avez ce genre d'expérience spontanée, extatique, expérience de dissolution du moi, expérience de fusion dans le grand tout, expérience d'extase physique et psychique, amplification de la conscience, lâcher prise, justement, pour reprendre ton expression, clairaudience, etc., et que vous avez ça de façon répétée vers 5, 6, 7 ans, on pourrait facilement imaginer qu'ensuite, plus ou moins inconsciemment, vous allez rechercher pendant votre vie des expériences et pourquoi pas des pratiques, pourquoi pas des méthodes, pourquoi pas des traditions qui sont à même de vous permettre de décider de retourner en ces territoires volontairement, de façon plus ou moins contrôlée, en utilisant des outils ou pas, donc avec ou sans tambour, avec ou sans plante, avec ou sans méditation, avec ou sans jeûne, avec. Donc il y a une pluralité qui s'offre à vous. Alors moi, j'ai pas du tout fait de picorer à droite à gauche. C'est plutôt des rencontres qui font que on passe plusieurs années avec, par exemple, des chamans d'Amérique du Sud. On passe plusieurs années avec des chamans qui relèvent de la tradition mongole, par exemple, etc. D'autres Européens, pourquoi pas, y compris certaines traditions qui peuvent être très très cachées en Europe d'ailleurs, mais qui néanmoins partagent un fond commun et parfois des intentions communes avec des chamanismes plus exotiques, alors qu'on en a chez nous également, qui sont parfois très discrets, très préservés volontairement, mais qui ont finalement les mêmes buts. Donc, je prétends pas du tout avoir fait le tour du monde de ces traditions. Les choses se sont présentées comme elles sont et m'ont emmené dans ces différents pays d'Afrique, Afrique du Nord, Thaïlande, Sri Lanka, Indonésie, Bali, Amérique du Nord, Europe, Russie, etc. Mais ça s'est fait, je vais dire. Moi, je n'ai jamais prévu de faire ça.
J'étais, après ces études de musicologie et d'ethnomusicologie, où là, oui, il y a eu la volonté de s'intéresser d'un peu plus près à certaines musiques, y compris le chant diphonique des Mongols d'ailleurs, donc y compris la guimbarde, la vielle cheval, Morin Khur des Mongols. Donc finalement, 3 instruments qui ont un rôle important dans la pratique chamanique des steppes de l'Asie centrale. Mais à part ça, c'est un petit peu les aléas et, comme je disais, la magie de la vie qui fait que la rencontre se fait au bon endroit, au bon moment, avec la bonne personne, et que ce qui vous semble être parfois un hasard de 2 minutes va déboucher sur une relation de plusieurs années. Et à travers toutes ces rencontres et toutes ces traditions, est-ce qu'il y a eu des thématiques communes, des images, des mythologies communes, dans des traditions qui n'ont aucun lien géographique, qui pendant certainement des centaines, voire des milliers d'années n'avaient pas de contact? Est-ce que tu as pu retrouver des mythes communs ou des images communes? Oui, il y a bien sûr des mythes communs. On peut penser à différentes choses, hein, des animaux, bien sûr, comme le serpent, certains principes, comme des créatures ailées, certaines actions, comme le fait d'être avalé ou démembré par un animal parfois mythologique, mais parfois bien réel. Tout ça, effectivement, montre que, au-delà des particularités culturelles, des spécificités ethniques, des traditions, on touche souvent à un universel et on touche à des archétypes qui vont bien au-delà de telle ou telle culture, en fait. Donc, quand on touche à ces archétypes-là, il y a évidemment quelque chose d'intéressant qui est un petit peu aux antipodes d'une étiquette folklorique ou d'une particularité qui pourrait, avec le temps, devenir plus ou moins stricte ou plus ou moins exclusive, voire dogmatique, et qui nous fait au contraire accéder à une forme de source qui, au-delà des traductions qu'elle peut prendre au fil des âges et des continents, une source qui nous est bien commune à tous, comme la vie même. Alors, j'aimerais bien qu'on parle de cette notion de lâcher prise. Donc, ça, c'est effectivement un terme que j'utilise assez souvent, surtout dans le fait de trouver sa voie, de prendre une décision, de faire face à un problème. Donc, je vais prendre appui sur ton livre pour cela. Il y a différents éléments qui suggèrent cette importance de faire confiance, de s'en remettre à ce qui peut nous dépasser ou à notre intuition. Donc, si je vais prendre une partie qui nous dit, donc là, tu t'entretiens avec un esprit bienveillant qui te dit, mon message doit te suffire, l'univers pourvoira au reste et tu n'as ni à comprendre comment, ni à savoir quand, ni à savoir en quel instant. Donc il y a cette notion d'accepter de ne pas savoir, de ne pas savoir de quoi sera fait le futur. Il y a cette réponse, cette intuition, peut-être cet élan qu'on va avoir, et, accepter de ne pas savoir. Oui, ce lâcher-prise-là, cette confiance, et puis finalement, au-delà de la confiance, cette foi, elle est bien sûr essentielle dans ce type de cheminement, puisque il y a un moment où, même si vous avez une idée de vers où vous allez, une intuition, une intention particulière, vous n'êtes pas forcément censé comprendre comment ça se passe par devers vous et au-delà de vous. C'est-à-dire que l'intelligence de la nature est tellement prodigieuse, la rapidité, la réactivité, l'ingéniosité, mais aussi les pouvoirs mystérieux, les capacités invisibles, les influences subtiles peuvent être tellement nombreuses, tellement rapides, que ça ne tient ni en mots, ni même dans un concept que l'on pourrait entendre. Donc, quoi d'autre que de lâcher prise avec confiance
pour s'en remettre parfois aux mains de l'univers, aux mains de certains guides, de certains alliés, aux mains parfois de l'aide bénéfique de vos ancêtres ou d'éléments, de lieux, de forces agissantes invisibles, parfois indécryptables, mais néanmoins bien agissantes. Et là, vous n'êtes pas censé savoir ou comprendre comment ça se passe, puisque finalement, ça relève pas trop de votre dimension. En revanche, dans cette confiance, dans cette foi et dans ce lâcher-prise, gardez absolument l'intention du retour ancré, enraciné ici, maintenant, du retour dans le corps physique, du retour dans les tâches du quotidien, du retour à la présence, à l'ici et maintenant. C'est aussi vrai que cette métaphore de l'arbre qui ici doit grandir de 1 mètre à 5 mètres à 10 mètres par ses branches dans l'air, doit aussi avoir des racines en terre qui s'enfoncent d'autant. Donc il y a ce lâcher-prise ou le fait de se remettre à toutes ces forces extérieures, comme tu le notais, et faire confiance et avoir foi dans le processus. Et après, il y a aussi, tu évoques aussi cette notion de faire confiance en lâchant prise par rapport cette fois-ci au passé. Donc, c'est-à-dire accepter de se retrouver hors de sa zone de confiance, accepter de perdre pied, accepter de perdre le contrôle. Et tout à l'heure, tu parlais de ces mythes des animaux qui dévorent. Et dans la partie du livre où tu es confronté à un dragon, je vais lire cet extrait. C'est alors qu'elles surgissent de partout, mes peurs. Peur de faillir, peur de devenir fou, peur de mourir, de ne pas tenir. Que vais-je devenir? Que fais-je ici? La panique me gagne, tandis que je crois être allé trop loin. Pour quel bénéfice ai-je quitté la désirée, que j'ai mis des années à approcher? Sera-t-elle encore ouverte à moi quand je reviendrai, si je reviens? Mon battement de cœur s'accélère. Je vais finir mort ou dément au fond d'une grotte de Mongolie. J'ai fait tout ça pour échouer en chemin. Bientôt, je ne serai plus rien qu'un corps froid et décharné, mangé par des bêtes sauvages, puni d'avoir toujours voulu aller plus loin, et cette fois, un cran de trop. Donc ça, c'est quelque chose que j'ai pu rencontrer, un retour que j'ai aussi souvent des personnes avec qui je discute. On peut avoir des projets, on peut vouloir se lancer dans l'inconnu, et il y a cette peur de jusqu'à où je vais, jusqu'à quoi je suis prêt à sacrifier, jusqu'à quel point je suis prêt à sortir de ma zone de confort, à abandonner mes appuis. Et dans cet extrait, tu notes que c'est presque un passage nécessaire pour passer à l'étape suivante ou pour se lâcher prise qui va nous permettre d'avancer et de sortir de l'autre côté. Oui, parce qu'il y a lâcher prise et lâcher prise. C'est-à-dire que on peut lâcher prise sur une petite baguelette du quotidien qu'en fait on est parfaitement capable d'enjamber. Et puis, voilà, se faire une raison. Et puis, il y a des lâcher-prises qui sont un petit peu plus ambitieux, qui sont des challenges parfois parce que ça réclame de lâcher prise davantage sur ses croyances, on contrôle certaines caractéristiques de votre mode de fonctionnement, voire sur votre zone de confort, comme tu disais. On peut, dans la graduation, aller encore plus loin, lâcher prise sur l'ego et pas seulement un lâcher prise agréable, comme on pourrait l'imaginer quand on se relâche, qu'on fait le vide, qu'on se relaxe, etc. Mais un lâcher prise plus profond, c'est-à-dire ne plus compter sur cet ego pour être le pilote du véhicule et le congédier, en tout cas temporairement, ce qui peut être vécu comme une petite mort, en fait, puisque c'est ça dont on parle derrière, entre les lignes. C'est un lâcher prise jusqu'où? Jusqu'à la peur de mourir et finalement le fait de s'en affranchir. Or, est-ce qu'on va s'affranchir de la peur de mourir avec un petit lâcher-prise par rapport à un événement du quotidien qu'on enjambe facilement? Pas forcément. En revanche, quand il ne s'agit pas d'une secousse, d'une vaguelette que vous pouvez enjamber ou d'une vague un peu plus grande mais que vous pouvez surfer, et que vous vous retrouvez dans certains rites de passage, dans certaines cérémonies, face à un véritable tsunami,
Là, vous n'avez pas le choix. Vous ne pouvez pas enjamber cette vague. Vous ne pouvez pas non plus la surfer. Elle va tout emporter sur son passage. Temporairement, bien sûr. C'est-à-dire que l'ego reviendra. L'ego renaîtra. De cette petite mort, on connaîtra ensuite une renaissance. Mais néanmoins, ce moment-là est un lâcher-prise total. Et ce lâcher-prise total veut dire que vous acceptez finalement de mourir. Donc cette peur de mourir, il faut bien l'affronter dans une situation comme cela, puisqu'il y a un moment où vous croyez vraiment, des pieds à la tête, que vous allez mourir. Plus que ça, dans certains rites, dans certaines cérémonies, on pourrait presque dire que vous mourrez. C'est-à-dire qu'à partir du moment où le corps ne répond plus du tout, à partir du moment où vous êtes même appelé à sortir du corps ou à être éjecté hors du corps, vous vivez sur l'instant une petite mort. Mais sur le moment, ça n'est pas une petite mort, c'est la mort tout court. Parce que dans ces moments, évidemment, il n'y a plus que du présent. Vous n'êtes pas là dans une trame linéaire avec un ego qui va se rappeler que avant, et puis pendant, et puis il y aura après, et puis je vais revenir, et puis j'ai déjà vécu ça, ou j'ai déjà lu, donc ça va bien se passer. Non, puisque par définition, quand la vague est si haute, et que ça n'est pas l'ego, ça n'est pas le mental qui va vous permettre d'accompagner le mouvement, que vous ne pouvez rien contre et que ce serait catastrophique de chercher à faire quoi que ce soit contre. Il faut donc lâcher prise, puisque l'ego serait peut-être le premier candidat à essayer de faire quelque chose contre ou à se crisper pour résister à ce mouvement qui nous dépasse et qui nous invite par la foi, parce que là c'est plus une question de confiance, à se laisser aller dans les bras de Dame Nature, j'allais dire, ou du Grand Esprit, peu importe comment vous appelez ça après, que vous soyez croyant ou pas, ça touche à quelque chose de plus universel. Et dans cette forme d'abandon au bon sens du terme, on s'en remet à plus grand que soi. Donc oui, vous vous affranchissez de fait d'une certaine peur de mourir, puisque sur le moment, en ne vivant ce passage qu'au présent, non seulement vous lâchez les commandes, mais littéralement, vous vivez la dissolution de l'ego. Et cet ego, quand il disparaît complètement, eh bien, en quelque sorte, il est mort. Il est mort. Ça ne veut pas dire qu'il ne va pas revenir, mais il va revenir comme un bouddhiste pourrait vous décrire un cycle des réincarnations, où à un moment, quelqu'un est mort et puis il reviendra dans une autre vie. Alors, cet ego va revenir dans cette vie-ci, mais à un autre moment, 1 heure après, une demi-heure après, 2 heures après. Qu'est-ce que ça vous apprend? Beaucoup, beaucoup de choses. Puisque ça veut dire que vous existez tout d'un coup en dehors de l'ego. Donc, cette dimension de la conscience et du mental qui parfois abuse de son pouvoir ou se prétend être le seul maître à bord, le seul pilote du véhicule, est très très relativisée tout d'un coup dans son essence, dans sa dimension, dans sa multidimensionnalité par rapport à ce qui prend le relais. Et ce qui prend le relais est parfois une intelligence du corps, ça peut être la respiration, c'est parfois quelque chose de plus spirituel, ça peut être une énergie du cœur, l'âme, un surmoi, une multidimensionnalité de votre esprit qui complète des couches qui ne faisaient pas du tout partie de l'ego justement, et qui vous révèle dans une ampleur et dans une complétude bien supérieure. Oui, excuse-moi, il y a un mot que j'aime bien que tu as dit et qui est très simple et qui peut être vécu corporellement, c'est cette notion de décrispation, d'ouverture. Et très souvent, la peur, la souffrance, elle est aussi liée à cette résistance. Tu disais que parfois, il y a plus possibilité de résister, mais c'est justement le fait de résister qui crée l'inconfort, qui crée la peur, qui crée la souffrance. Et tu parlais tout à l'heure aussi des plantes qui peuvent amener des expériences très profondes, notamment le DMT, que tu as peut-être certainement déjà utilisé ou testé, qui là ne nous laisse plus le choix et plus on va accepter d'aller dans le mouvement, et moins il va y avoir de souffrance ou de crispation. Et ensuite,
Et c'est ce que tu sembles suggérer, c'est que lorsqu'on revient, cette capacité à ne plus se crisper, à ne plus se résister, elle peut aussi se, se manifester dans les petites choses du quotidien. Oui, parce que ça relativise beaucoup l'importance ou la tension de certains événements. À partir du moment où, dans ce retour dans le vaisseau mère, dans ce corps sacré, s'il en est, on est tellement heureux, tellement plein de gratitude d'être encore en vie. On est tellement reconnaissant de revenir avec délice dans un corps qui est bien resté vivant, même quand l'ego n'était plus là, que d'une part, vous comprenez beaucoup de choses. Ah oui, donc c'est intéressant, même quand l'ego n'est pas là, en fait, le corps continue très très bien, et puis ça respire, et puis telle et telle perception, etc. Et puis ça peut même laisser la place à quelque chose de plus intéressant que l'ego, parfois. Même si ce sont des expériences extraordinaires, et même si dans le quotidien, au jour le jour, on est bien content d'avoir cet ego qui fonctionne comme ci et comme ça. Néanmoins, ce type de voyage et de voyage intérieur, de fait, vous fait toucher du doigt la relativité de ce qui vous semblait si crucial, vital, important et à l'œuvre. Et donc, vous pouvez en revenir peut-être davantage posé, davantage calme, tout simplement parce que il y a une relativité de certaines urgences, de certaines importances ou même de la réalité de certains événements, certaines croyances qui se trouvent très 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 mises en perspective, et qu'à partir du moment où on est repassé par la source, et ben c'est comme si on avait accordé son instrument, son violon, à un autre type de diapason, beaucoup plus vaste, beaucoup plus essentiel, qui ne dépend plus de vous et de telle et telle option. Et une fois que vous repassez par cette source-là, oui, il y a un effet qui perdure derrière. Combien de temps? Moi, j'en viens à me dire indéfiniment, en fait. C'est-à-dire qu'à moins de refermer volontairement l'onde de choc, qui ensuite est une onde de propagation, qui ensuite devient une onde subtile, ensuite une onde même invisible. Néanmoins, bien qu'invisible, bien que passer cet état de choc, puis d'intégration, d'incarnation, de digestion, et puis cette intégration de plus en plus discrète et quotidienne jusqu'à ce qu'elle devienne donc pas perceptible par autrui, néanmoins, cette onde continue de se propager encore et toujours. Il y a une des auteurs de ta maison d'édition, Brigitte, Brigitte Pietschak, oui. qui, qui, a, qui, qui a noté cela joliment. Elle a noté: tu as touché à une autre dimension et tes cellules s'en souviendront éternellement. Donc, c'est comme ce que tu disais, c'est comme si ça s'imprégnait en soi. Il y a une mémoire qui s'installe en soi, et si en plus on nourrit cela, on, on peut continuellement y avoir accès. Est-ce qu'il y a un cheminement pour se préparer à cela? Parfois on compare un peu la voie de la méditation avec ces voyages chamaniques, et le voyage chamanique parfois être comparé à une fusée qui monte, surtout lorsqu'on utilise les plantes. Ça peut être très intense, très rapide, et presque tout le monde va réagir, alors que la méditation de pleine conscience ou méditation où on va ouvrir l'attention, c'est un cheminement qui est comme une montgolfière qui va monter. Ça va être plus graduel, ça va nécessiter de la répétition. Euh, Est-ce que pour pouvoir profiter de ces voyages chamaniques, est-ce qu'il y a quand même une préparation en amont à faire pour pas que ça soit trop déstabilisant pour une personne? Oui, bien sûr. D'ailleurs, pas une, plusieurs, et beaucoup qui peuvent varier suivant les pays, les météos, les saisons, les traditions, les maîtres, les enseignants, les guérisseurs, les chamans, etc. etc. Bien sûr. Moi, je me sentirais pas du tout assez expert ou habilité à préconiser quoi que ce soit en la matière, loin de là. En revanche, je remarque que certains vont mettre l'accent sur l'alimentation, certains types de jeûnes, d'autres certains types de diètes préparatoires qui peuvent être très strictes,
d'autres certains régimes qui peuvent être très précis par rapport aux aliments à éviter, d'autres plus sur des préparations mentales et psychologiques, d'autres sur des préparations plus physiques, d'autres sur le fait de cultiver son intention en amont, donc d'avoir des formes de méditation avec certains dessins particuliers, d'autres des visualisations. Il faut de tout pour faire un monde. Alors, pour faire des mondes, la Terre est très très riche, pas seulement dans une biodiversité aujourd'hui trop souvent menacée, mais aussi dans une ethnodiversité où chacun, en fonction de ce qu'il y avait autour de lui, de ses traditions, la faune, la flore, le règne minéral également, etc., a mis au point des protocoles, des méthodes de préparation de façon à être le plus aguerri possible en amont, à ce que l'expérience se passe le mieux possible, avec le moins d'éléments contradictoires, voire même en amenuisant au maximum les frictions. Et là, la clé n'est pas que physique, elle est également, bien sûr, dans la préparation psychique. Très bien. Alors, quel est le lien entre l'intuition et les messages venus du monde invisible? Donc, il y a souvent cette notion de s'entretenir avec des animaux de pouvoir ou avec des esprits bienveillants ou avec nos ancêtres. Et donc, à personnifier un peu ce qu'on va percevoir et comparé à quelqu'un qui est en contact de son intuition, qui arrive à se poser et qui laisse émerger des réponses ou des suggestions. Est-ce qu'il y a une différence? Est-ce que c'est la même chose sous différentes formes? Il y a toutes sortes de cordes à l'arc de la réception. Il y a, comme le disent les poètes, les musiciens, parfois cette muse ou cette petite inspiration qui vient et qui les aide au-delà de leur métier, au-delà de leur expertise, au-delà de leur talent, de leur don, qui les aide. Et d'ailleurs, en poussant le bouchon un peu plus loin, certains artistes, mais très connus aussi en Occident, pas forcément la peine d'aller dans les contrées les plus exotiques pour parler de ce type de phénomène, au contraire, certains grands artistes qui vont dire, ah bah, cette pièce-là, c'est venu tout seul. D'ailleurs, j'ai pas fait la moindre correction dessus, j'ai à peine eu l'impression de faire quoi que ce soit. Ça coulait de source. Intéressant d'ailleurs comme expression, ça coulait de source. Après, certaines personnes vont dire avoir entendu un message. Donc là, la voix pure s'exprime dans leur tête et ils entendent une voix qui n'est pas la leur. Donc on ne parle pas, par exemple, de sa propre inspiration, où tout dans l'impression, ce flow est bien, je suis bien aligné, ça sonne juste, je reconnais ma voix, mon timbre, mais c'est un petit peu optimisé et c'est plus précis, plus agréable, plus élancé dans ce que je veux dire, exprimer. Ah non, là, c'est une autre voix que j'entends. Donc je reconnais que ça n'est pas moi et à la fois, chemin faisant, en apprenant à la cultiver, on s'aperçoit qu'en fait, si. C'est-à-dire qu'il y a des points de correspondance et c'est peut-être votre super moi, c'est-à-dire une voix peut-être plus ample, plus posée, plus sage, plus mature, une voix peut-être un petit peu moins animée par votre ego et un peu plus animée par la multidimensionnalité de votre esprit. Donc vous ne voyez ici et maintenant qu'une partie, mais que cette voix englobe au point de refléter plus qu'une partie. Et puis on peut aller plus loin, on peut parler d'autres voix, où là ça n'a plus rien du tout, ça n'a plus de rapport avec vous-même, où c'est une voix de femme alors que vous êtes un homme, où c'est une voix qui paraît complètement asexuée, où c'est une voix qui s'exprime par image, et par des images qui finissent par prendre un sens, en passant par exemple d'une géométrie holographique à une pensée déroulée, etc. etc. Donc oui, beaucoup de cordes à l'arc de la réception, et ça n'est pas nouveau, puisque même si on parle de channeling, par exemple, aujourd'hui, ou de canalisation en français, la figure du scribe, quand elle n'est pas le scribe d'un autre humain, d'un scribe qui reçoit un message d'ailleurs, ou de l'oracle, c'est un phénomène
qui est vieux comme le monde, en fait. Merci Tigrane d'avoir participé à cet échange. Alors Merci beaucoup. pour conclure, une personne qui est face à une prise de décision, qui cherche sa voie, donc là on a exploré différentes façons d'ouvrir sa voie. Qu'est-ce que tu lui conseillerais? Quelle serait le première étape que tu pourrais suggérer à une personne qui est en recherche de voie, qui doit poser une décision? De se poser, de respirer et de s'écouter. Tout simplement. Tout simple. Revenir encore, comme on l'a souvent suggéré. Absolument. Très bien. Donc je le rappelle, tu viens de publier Shaman en 3 tomes. Donc moi j'ai fini le premier, j'ai attaqué le deuxième. Le premier fut un grand plaisir à découvrir. Et je mettrai les liens vers ces ouvrages sous cette vidéo et sur l'épisode du podcast. Donc encore une fois, Tigrane, un grand merci d'avoir participé. Et je te dis à très bientôt. Merci beaucoup, Moutassem. Merci à vous tous qui nous écoutez. À très bientôt.